Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire d'information pour tout savoir sur l'appel de projet Rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire. On est vraiment content de vous savoir parmi nous aujourd'hui. Avant toute chose, je vous propose de faire une petite mini-présentation de ce qu'est 100 degrés, en fait. Peut-être que vous ne connaissez pas tous 100 degrés. Donc, 100 degrés est une initiative de M361 qui rassemble une communauté d'individus comme vous, donc, qui sont engagés dans la promotion de la santé chez les jeunes. Donc, c'est un espace qui réunit différents éléments clés, entre autres du réseautage, l'enseignement, du financement, évidemment, le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui, et du soutien pour vous aider finalement à concrétiser vos projets qui sont destinés au bien-être de la collectivité et des jeunes de vos milieux. Je vous présente les présentatrices d'aujourd'hui. Donc, on a la chance et le bonheur d'avoir avec nous au webinaire de ce midi Geneviève Maher, qui est agente de développement à la direction de l'aménagement du territoire et des marchés de proximité au MAPAC. Et également Marianne Boire, qui est rédactrice en chef chez 100 degrés, et moi-même, Marie-Claude Blais, qui est chef projet du projet 100 degrés chez M361. Concernant le déroulement de notre webinaire de ce midi, on va essayer de faire ça quand même assez court en donnant le maximum d'informations possibles. Donc, on va se permettre de faire un retour sur les composantes de l'appel de projet, environ 20 minutes, puis de se garder une période de questions de possiblement 20 à 40 minutes. Là, si on était capable de vous libérer vers 12h45, c'est notre cible. Mais évidemment, dépendamment de la quantité de questions qu'on recevra en cours de webinaire, ça pourra avoir un petit impact. Mais soyez assurés qu'on ne dépassera pas 13 heures pour la fin du webinaire. Et on vous invite évidemment à utiliser le clavardage. Il y en a déjà plusieurs là, qui s'y retrouvent pour nous poser vos questions. Donc, on va les comptabiliser tout au long du webinaire. On va tenter de répondre au maximum de questions possibles en cours de webinaire également. Sachez qu'on a pris en note également les questions que certains d'entre vous nous ont fait parvenir à l'inscription, au cours de votre inscription du webinaire, et on va aussi y répondre. C'est possible, par contre, qu'on n'ait pas la chance de traverser l'ensemble des questions qui seraient adressées. Soyez assurés qu'on les prend en note. Puis, suite à la rencontre d'aujourd'hui, potentiellement, d'ici la fin de cette semaine, on va pouvoir vous retourner une communication à tous les inscrits de l'événement d'aujourd'hui pour vous partager et le PowerPoint et la liste des questions avec les réponses finalement qui auraient été posées en cours de rencontre auxquelles on n'aurait pas eu la chance de répondre. Donc, pas de stress, pas besoin de prendre des millions de notes. Vous allez voir, on a conçu le PowerPoint pour qu'il y ait un maximum d'informations sur les diapositives, puis que vous puissiez vous y référer suite au webinaire. Donc, d'emblée, je passerai la parole à Geneviève, en fait, qui pourra nous expliquer pourquoi le MAPAC investit dans cet appel de projet-là et nous parler de l'objectif de l'appel de projet. Oui, bonjour, merci. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce midi pour vous mettre un petit peu en contexte, le soutien du MAPAC dans cet appel de projet. Vous êtes peut-être au courant que le gouvernement s'est doté d'une politique bioalimentaire pour la période 2018-2025, politique qui se nomme Alimenter notre monde. À travers cette politique, dans le fond, il y a plusieurs actions, plusieurs cibles, dont deux qui visent d'accroître les connaissances alimentaires et le dialogue avec les consommateurs et de promouvoir et valoriser les produits bioalimentaires d'ici. Donc, c'est par l'appel de projet Rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire que le MAPAC souhaite favoriser la mise en œuvre d'initiatives pour sensibiliser les jeunes consommateurs aux réalités du secteur bioalimentaire. Donc, c'est dans le cadre de la politique bioalimentaire que le MAPAC s'associe avec M361 pour mettre en œuvre cet appel de projet. Certainement que l'entente entre le MAPAC et M361 permet d'unir nos forces, de mobiliser les réseaux et d'outiller les communautés qui souhaitent passer à l'action pour éduquer les jeunes aux réalités du secteur bioalimentaire. Donc, plus concrètement, les objectifs
de cet appel de projet. L'objectif est assez simple. Il vise, dans le fond, de soutenir des projets qui proposent une programmation annuelle d'activités éducatives. Par d'activités éducatives, on entend des activités telles que des visites de ferme, des visites d'entreprises de transformation, d'entreprises agrotouristiques, d'économusées ou encore des activités d'ateliers culinaires. Toute une série d'activités, dans le fond, qui viendraient permettre le développement de connaissances alimentaires et de compétences culinaires, tout en favorisant le contact entre les jeunes 0-17 ans et le secteur agricole ou bioalimentaire en général. Donc, par cet appel de projet-là, le MAPAC croit que l'intégration des différentes activités éducatives dans le cheminement des enfants et des adolescents, ça va permettre de conscientiser davantage les jeunes à la valeur des aliments par notamment une sensibilité au mode de production, aux réalités des entreprises agricoles. Ça favorise aussi un échange sur les différents métiers du secteur bioalimentaire. Donc, je suis très heureuse de constater le haut taux de participation aujourd'hui au webinaire qui reflète en fait votre intérêt à l'appel de projet et sans doute votre intérêt aussi à vouloir contribuer à rapprocher les jeunes au monde bioalimentaire. Donc, je me permets, au nom du MAPAC, de souligner votre engagement et, dans le fond, de souligner le travail que vous faites possiblement déjà ou que vous vous apprêtez à faire là, auprès de des jeunes d'ici. Alors, moi, je passerai la parole à Marianne là, pour nous donner un peu plus de détails sur l'appel de projet. Merci Geneviève et bonjour à tous. Bien heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, en fait, Geneviève a déjà commencé à mettre la table à pourquoi est-ce que cet appel de projet-là a lieu maintenant. Bien, en fait, ça s'inscrit dans une préoccupation qui ne touche pas seulement le Québec, hein, mais en fait, plusieurs pays dans le monde depuis plusieurs années. Les autorités de santé publique s'inquiètent de la perte de compétences et de connaissances culinaires chez les jeunes. Et ça, en fait, c'est qu'il y a une perte de transmission. Il y a eu comme un certain bris au cours des dernières générations où, pour toutes sortes de raisons socioculturelles, il y a une génération qui a été moins amenée à cuisiner, puis à connaître, à être en contact avec la provenance des aliments. Et ça se répercute aussi maintenant sur les jeunes d'aujourd'hui parce que les jeunes d'aujourd'hui sont élevés par des parents qui eux-mêmes n'ont pas toujours appris à cuisiner ou qui n'ont pas eu tant que ça la chance de visiter ou de passer des vacances à la ferme ou à être en contact avec d'autres modes de production animale. Et les conséquences de ça, bien, en fait, déjà, il y a une perte culturelle à ce niveau-là. Il y a moins de contact et moins de conscience, en fait, de ce qui se passe du côté des producteurs, des transformateurs agroalimentaires, bioalimentaires. Mais aussi, ça a des conséquences sur le mode de consommation parce que quand on ne sait pas, on ne connaît pas trop les aliments, d'où ils viennent, comment les cuisiner, bien, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt aller chercher des aliments qui sont plus faciles à préparer, donc des aliments prêts à manger, ultra transformés. Ça a des conséquences de santé publique là, qui sont bien connues parce que ce sont des aliments qui vont être souvent plus riches en gras, en sel, en sucre. Et aussi, ça entraîne plus de risques de gaspillage alimentaire. Donc, ben, en fait, le MAPAC et M361, ce qu'on vous propose avec cet appel de projet-là, c'est de développer des projets qui vont vous permettre d'offrir davantage d'occasions aux jeunes et à leurs familles d'être en contact avec le monde bioalimentaire. Donc, pas seulement une seule visite à la ferme ou une seule cueillette de pommes dans l'année, mais au contraire d'offrir un cursus d'activités tout au long de l'année qui vont leur donner des occasions d'apprentissage, de découverte et qui vont leur permettre de non seulement comprendre d'où viennent les aliments, comment ça pousse des tomates, comment le lait est produit, comment est transformé le fromage, mais aussi apprendre aussi peut-être à se familiariser comment les cuisiner ou les transformer. On va voir là, dans les prochaines minutes quels sont les différents projets que vous pouvez faire, mais ça s'inscrit dans cette grande problématique-là en vue d'apporter des solutions concrètes là, dans les différents milieux. Merci beaucoup, Marianne. Donc, entrons dans encore plus, je dirais, même dans le vif du sujet en abordant d'emblée les conditions d'admissibilité sur l'appel de projet. Donc, on a
trois principales conditions qui seront évidemment, je vais dire, surveillées là, au moment où vous allez soumettre votre projet. Donc, évidemment, Marianne l'a dit, les projets doivent proposer une programmation d'activités qui sera variée, de style découverte, qui va permettre de favoriser le contact finalement entre les jeunes et les producteurs, transformateurs, entreprises d'agrotourisme, donc les experts qui possèdent ce savoir-là, cette information-là. Ce qui fait qu'on a trois conditions d'admissibilité plus particulières finalement sur l'appel de projet. Donc, on va chercher principalement des projets qui vont offrir, évidemment, on dit au moins une activité de type sortie à la ferme ou d'accueillir dans votre organisation un producteur, un transformateur ou une entreprise d'agrotourisme, par exemple. Donc, que ce soit de déplacer les élèves vers une ferme, par exemple, ou de recevoir le producteur, je vais donner l'exemple à l'école, ben, on cherche à créer, donc à générer ce contact-là entre le monde bioalimentaire et les jeunes. Donc, évidemment, on va vouloir que les activités qui sont proposées dans votre programmation soient des activités qui sont adaptées à l'âge des enfants. Hein. Puis je suis certaine que vous êtes déjà à l'affût de ça. Donc, des activités donc, pour les jeunes de CPE, petite enfance, ne seront pas nécessairement le même genre d'activités que pour des élèves du secondaire, par exemple. Donc, d'avoir cette préoccupation-là dans les activités qui sont offertes, évidemment. Puis, au niveau de l'analyse des projets qui seront reçus, les activités qui vont proposer, accompagner finalement la visite ou la venue d'un producteur dans votre organisation, mais qui aurait une activité complémentaire à cette sortie-là, par exemple, bien, vont être favorisés en termes de pointage également. Donc, je vous donne un exemple. Vous allez, par exemple, à la ferme ou au verger, puis vous revenez avec des pommes à l'école, bien, vous pourriez proposer un atelier de transformation de la pomme en jus, en muffin, bon, faire une petite activité culinaire, finalement, qui serait liée à votre sortie. On va aussi, comme deuxième condition d'admissibilité, privilégier les visites d'entreprises qui produisent ou transforment des aliments du Québec. Évidemment, on veut mettre les produits de chez nous en valeur dans le cadre des activités qui seront soutenues. Puis, on va vouloir également que les activités soient cohérentes avec la vision québécoise de la saine alimentation et le guide alimentaire canadien. Par contre, on ne cherche pas à faire la promotion d'un mode d'alimentation ou d'une diète particulière. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas nécessairement refuser catégoriquement un projet qui proposerait, par exemple, de mettre les jeunes en contact avec un aliment qui est considéré comme un aliment d'exception par le Guide alimentaire canadien. Ce qu'on va vouloir, c'est que vos programmations d'activité proposent un certain équilibre. Par exemple, vous pourriez faire la visite d'une ferme laitière et ensuite aller visiter une usine où il y a transformation du lait en crème glacée. Bien, ça pourrait être correct. Là. On s'entend, la question d'équilibre est nécessaire finalement dans le contexte, tout comme les aliments d'exception à l'intérieur du Guide alimentaire canadien sont présents, mais considérés de manière exceptionnelle, justement. Si tu permets, Marie-Claude, je voudrais juste ajouter une précision. Là, vous allez recevoir le PowerPoint. On vous a mis les liens vers les documents. Puis l'idée, ce n'est pas d'aller dans le détail là, puis de se casser la tête avec ça. C'était juste pour vous donner un exemple de si des fois vous vous posez des questions, à savoir, est-ce qu'on peut faire ça? Bon, vous n'allez pas trouver les règlements, évidemment, dans ces documents-là, mais ça va vous donner une idée de quoi on veut s'inspirer. Alors, effectivement, dans la vision québécoise de la saine alimentation, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a un continuum. Il y a certains aliments, puis vous le savez, vous connaissez ça, vous n'avez peut-être même pas besoin d'aller voir, mais qui doivent faire partie d'un bon régime alimentaire quotidien, manger beaucoup de fruits, légumes, ce genre de choses-là. Hein, c'est pas, tout le monde connaît ça. Mais par contre, effectivement, on ne va pas interdire un morceau de gâteau ou un chocolat. Puis ça, c'est bien clairement indiqué dans le continuum de l'alimentation, de la vision québécoise de la saine alimentation. Fait que si vous avez des questions puis vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller voir ça ou vous pouvez aussi nous poser des questions. Mais disons qu'en général, c'est vraiment, on aimerait ça que vos projets adhèrent à ces visions-là. C'est un bon complément d'information. Merci beaucoup. Qui peut soumettre un projet maintenant? La question du jour. Les organisations qui sont admissibles au dépôt de projets, évidemment, on cherche à recevoir des projets qui proviennent d'organisations, d'organismes publics, évidemment. Donc, ça peut être des services de garde éducatifs à l'enfance, des CPE publics
ou par exemple aussi une garderie en milieu familial qui serait associée à un bureau coordonnateur qui serait reconnu par le ministère de la Famille, serait admissible également, des écoles primaires, secondaires publiques du Québec, des OBNL, les municipalités, les MRC. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que les projets doivent être réalisés avant le 12 mai 2023. Il y en a quelques-uns qui posaient la question dans la conversation tout à l'heure. Donc, les projets doivent être finis avant le 12 mai 2023. Puis, je porte votre attention aussi sur le fait que, bon, le temps que la période de dépôt de projet se conclue, qu'on procède à l'analyse des projets, dépendamment du nombre de projets qui sont reçus, ça peut prendre plus ou moins de temps aussi. Ça va faire en sorte que les premiers versements sur les soutiens financiers qui seront confirmés risquent de se transmettre possiblement en cours d'été, peut-être même en début d'automne, dépendamment de la nature de votre organisation. Je donne l'exemple d'une école, donc les gens dans le milieu scolaire seront en vacances tout l'été. C'est possible qu'on conclue certains versements en début d'automne prochain. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a eu des questions, entre autres, de camps de jour qui souhaitaient soumettre des projets. Bien, comme c'est possible que vous n'ayez pas reçu vos premiers versements pour le début de l'été et comme les projets doivent être conclus avant mai prochain, bien là, ça devient un peu plus difficile finalement pour ces organisations-là de cadrer finalement dans le délai de réalisation du projet. Par contre, si vous êtes une municipalité ou une MRC, par exemple, qui proposait des camps à la relâche, bien, ça pourrait être des projets qui sont admissibles sans problème. Sinon, concernant le soutien financier, je le précise, mais vous l'avez dans la documentation, les projets qui seront déposés peuvent proposer finalement un budget qui va jusqu'à 10 000 $. Évidemment, si votre projet a besoin d'un 5, 6, 8 000 $, vous pouvez quand même soumettre sans atteindre le maximum recommandé. Ce n'est vraiment pas un problème. Mais le maximum que vous allez pouvoir aller chercher sur cet appel de projet-là est de 10 000 $. Les projets admissibles, vous avez été plusieurs à nous écrire pour qu'on puisse vous inspirer sur le type de projet que vous pouviez déposer, sur le genre d'activité qui pouvait faire partie des programmations que vous nous soumettez. On va vous en donner quelques exemples, en fait. Puis avant toute chose, j'aurais le goût de vous inviter à la créativité, à la curiosité également, donc des organisations qui existent dans vos régions respectives, que ce soit des fermes locales, des entreprises agrotouristiques aussi de votre région. Donc, soyez curieux de ça. Évidemment, les projets qui sont présentés dans le cadre de ce webinaire-ci ou même dans la documentation qui est disponible sur le site de l'appel de projet, sur le site 100degrés.ca, sont là à titre indicatif, évidemment. Là. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ces projets-là ou ces activités-là qui doivent être soumises dans le cadre de vos programmations. Et je voudrais porter à votre attention aussi qu'il existe une panoplie d'organisations qui peuvent vous soutenir ou qui peuvent vous aider aussi qui proposent des programmations d'activités, entre autres, puis qui peuvent vous soutenir dans le dépôt de votre projet. 100 degrés a développé des outils et des articles qui les présentent, en fait, ces organisations-là. Ils sont disponibles toujours sur le site de l'appel de projet, mais on va aussi les traverser. Là, ils vous seront présentés dans quelques minutes. Donc, en termes d'exemples de projets qui sont admissibles, des projets toute saison. Donc, on vous donne l'exemple ici de visiter une ferme laitière ou une chèvrerie qui pourrait être accompagnée par la suite d'une visite à la fromagerie pour voir les différentes étapes de la collecte du lait à la transformation en fromage ou en crème glacée, comme l'exemple qu'on donnait tantôt, évidemment. Des activités de type plus hivernal également, qui pourraient être une activité de pêche sur la glace, et proposer ensuite de ça aux élèves un atelier de cuisine avec le produit de l'activité, donc avec les poissons qui auraient été pêchés. Recevoir un producteur agricole qui viendrait présenter les différentes étapes de préparation des terres et de la récolte pour des grandes cultures, par exemple, qui vous permettrait après ça de faire une activité de cuisine, encore une fois, et d'utiliser certains types de farine qui est produite avec les grains de ces cultures-là pour faire un atelier de cuisine, produire du pain ou des pâtisseries, par exemple. Les activités de type printemps, été, automne, bien, la classique visite à la ferme maraîchère pour en apprendre plus sur les semis, les récoltes, les vergers, les fermes maraîchères, production de courges aussi à l'automne qui peuvent être très populaires. Vous pourriez même proposer une activité de glanage en famille. Puis on a reçu des questions d'ailleurs dans le cadre
du dépôt là, de votre inscription au webinaire à ce sujet-là, de dire est-ce que c'est possible d'avoir des activités familiales ou des activités multigénérationnelles qui seraient proposées. Ce n'est pas du tout un problème, en fait. Vous pouvez en recommander, mais évidemment, on va chercher à ce que les jeunes, donc la cohorte 0-17 ans des jeunes qui sont ciblés par cet appel de projet-là, soient toujours présentes, évidemment, dans les activités que vous proposez. Sinon, une autre activité qui sort un peu plus de l'ordinaire, donc de faire une sortie en forêt, par exemple, pour expérimenter la cueillette de champignons ou de plantes comestibles. Évidemment, dans un contexte comme celui-là, soyons prudents et assurons-nous d'être accompagnés d'un expert, bien évidemment, donc pour pas avoir de mauvaises expériences. Dans la préparation de vos programmations d'activités également, on a le goût de vous recommander 2 choses. Évidemment, puis ce ne sera pas une surprise encore une fois, la COVID a pu être difficile pour certaines des organisations que vous pourriez solliciter finalement là, pour aller faire une visite chez eux. Donc, on vous invite à vérifier finalement auprès des organismes que vous voudriez visiter. Question de savoir s'ils reçoivent bel et bien des groupes, si ces visites sont toujours disponibles. Puis vous pourriez également en profiter pour les questionner un petit peu plus sur le genre d'installation qui est mise à la disposition du groupe. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, des toilettes, des tables à pique-nique qui sont disponibles ou tout autre besoin que le groupe que vous accompagnez à la visite pourrait avoir. Donc, vous êtes les mieux placés pour identifier ces questions-là. Vous pourriez même vérifier à savoir s'il y a une tenue vestimentaire qui serait particulière et à privilégier pour les jeunes qui vont faire cette sortie-là, par exemple, la botte de caoutchouc ou, bon, il y a peut-être d'autres types d'équipements qui pourraient être recommandés par le producteur ou le transformateur que vous iriez visiter. Donc, on vous invite à porter cette attention-là. Puis, une autre petite mention aussi, là, donc, de porter attention à la question de la biosécurité. Et je m'explique. On est tous au fait, hein, si vous avez voyagé, hein, quand on revient en avion, on doit répondre au petit questionnaire, évidemment, savoir si on a visité une ferme dans les derniers jours. Donc, l'application est aussi importante dans notre cas. Donc, si vous prévoyez visiter plusieurs fermes ou fermettes animales dans le cadre de votre programmation d'activité dans un délai qui est assez court, bien, il y a peut-être lieu d'être prudent aussi pour éviter la propagation de certaines bactéries finalement d'un lieu à l'autre. Fait qu'à ce sujet-là, évidemment, on vous invite à vous renseigner auprès du producteur que vous allez visiter sur les précautions particulières à prendre avant d'aller les visiter. Puis possiblement que c'est des informations qu'ils vous transmettraient également, mais on souhaite quand même que vous vous préoccupiez de cet aspect-là également. Sinon, au niveau des projets non admissibles, en fait, qu'est-ce qui ferait qu'un projet ne serait pas retenu finalement pour du financement? Évidemment, c'est tout en lien avec ce qu'on vient de dire précédemment. Donc, une programmation d'activité, par exemple, qui ne ferait pas appel à des partenaires, donc où le contact n'est pas établi entre un producteur, un transformateur, un organisme qui possède une expertise dans le monde bioalimentaire. Là. Donc, le contact entre le jeune et l'expertise bioalimentaire est l'incontournable à ne pas oublier. Un projet qui resterait juste en phase de réflexion, donc qui ne mettrait pas nécessairement concrètement les jeunes en activité ou en contact, encore une fois, avec le monde bioalimentaire, ne serait pas admissible. Un projet également qui ne proposerait pas une activité de type sortie ou qui ne permettrait pas de multiplier les occasions d'éducation et de sensibilisation. Je le nommais précédemment. Au niveau des critères d'analyse, les projets qui vont proposer une variété d'activités de sortie, mais aussi des activités complémentaires d'éducation et de sensibilisation seront privilégiées au niveau du pointage. Donc, on vous invite évidemment à en prévoir dans vos programmations. Un projet qui n'aurait aucun lien de fait avec les saines habitudes alimentaires, hein, on le nommait aussi, donc on va vouloir pouvoir faire la promotion des saines habitudes alimentaires. Puis, un projet qui viserait uniquement et spécifiquement à développer du contenu éducatif. Il y a déjà une multitude, une panoplie d'organismes qui proposent des contenus éducatifs dans ce sens-là. Donc, on ne voudrait pas que le financement soit utilisé pour développer des nouveaux contenus. Donc, on va vouloir privilégier les contenus qui sont déjà existants. Au niveau des critères d'évaluation, on a une démarche d'évaluation qui est quand même relativement simple. Donc, le processus de sélection des projets se fait en 3 étapes. D'abord, on reçoit votre projet. 100 degrés va aller valider l'admissibilité finalement du projet, les critères, les conditions qu'on vous nommait précédemment.
Ensuite de ça, les projets vont être soumis à l'analyse, donc auprès d'un comité d'analyse, finalement, qui vont évaluer selon la liste des critères d'évaluation qui est très établie et très détaillée pour pouvoir faire une recommandation au comité de sélection finale, comité qui est composé de représentants du MAPAC et de 100 degrés, qui vont entériner évidemment les recommandations, puis confirmer la liste des projets qui vont recevoir un soutien financier. Je le répète parce que c'est important, ces démarches-là, en fait, vont potentiellement nous mener jusqu'au début de l'été. Par contre, vous pouvez être assuré que vous allez savoir si votre projet est retenu ou non. On communique avec tout le monde qui a déposé un projet. Et cette communication-là est prévue autour du 15 juin. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, toutes les personnes qui auront déposé à l'appel de projet vont recevoir une confirmation. Au niveau plus spécifiquement des critères d'évaluation, ces critères-là reposent sur 4 critères, finalement. Donc, la pertinence. Est-ce que le projet répond à l'objectif poursuivi par l'appel de projet, aux besoins du milieu où il est planifié? Donc, évidemment, en lien avec la pertinence, au moment de déposer votre projet, on vous invite à nous donner assez d'informations sur votre milieu et sur la clientèle qui est ciblée et rejointe par vos activités. Vous allez avoir un espace prévu pour ça. Au niveau de la faisabilité, est-ce que le budget et le calendrier sont réalistes? Est-ce qu'ils sont assez détaillés? Est-ce que c'est cohérent? On veut savoir aussi si vous avez d'autres partenaires financiers au projet. Ce n'est pas un incontournable, ce n'est pas un obligé, mais s'il y a d'autres collaborateurs à votre projet qui injectent aussi des sous, que ce soit des sous, des ressources matérielles, des ressources humaines, on est intéressé à le savoir. Et est-ce que votre organisation, lors de son dépôt, réussit à bien démontrer sa capacité à dégager des ressources matérielles, humaines, financières pour assurer évidemment le succès du projet? Au niveau de l'impact, on fait référence à la proportion de jeunes qui est rejoint par votre programmation d'activité. Donc, ça représente combien de jeunes par rapport à la totalité des jeunes qui sont rejoints habituellement par votre organisation. Puis au niveau de l'évaluation générale, là, ça porte tout sur la clarté du dossier de candidature. Est-ce que c'est clair, c'est pertinent? Est-ce que le niveau d'information est suffisant pour bien comprendre le projet dans son ensemble? Donc, ça porte principalement sur ces critères-là, l'évaluation qui va se faire dans les prochaines semaines. Une fois ça dit, je vais repasser la parole à Marianne Boire, dans le fond, qui va vous présenter différents trucs, astuces, outils, inspirations qui sont en votre portée pour vous aider dans la préparation de votre projet. Merci Marie-Claude. Je vais passer ça rapidement pour qu'on ait du temps pour la période de questions, pour qu'on ait assez de temps. Mais en fait, on voulait juste faire un petit tour d'horizon pour que vous voyez toutes les ressources que 100 degrés met à votre disposition pour vous aider dans le développement de votre projet avant d'envoyer le dossier de candidature. Donc, parmi ça, bon, d'abord, le premier document qu'on vous encourage à lire attentivement, c'est le document de référence. Vous pouvez y accéder. Probablement que plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu. Mais n'hésitez pas à y retourner parce que c'est là que vous retrouvez. C'est vraiment la Bible, la base avec les critères d'évaluation, les dépenses admissibles, non admissibles, le processus de sélection, tout est là. Alors, vous pouvez commencer par ça. Une fois que vous avez bien étudié le document de référence et que vous avez une idée de votre projet, ou même avant d'avoir une idée de votre projet, vous pouvez commencer à regarder les autres articles qu'on met à votre disposition sur le site. Donc, Marie-Claude, si tu peux changer la diapo, on va voir les autres articles qui passent ensuite. Donc, vous avez comme là, vous avez notamment les 15 conseils pour déposer le meilleur projet de la planète. Ensuite, vous avez des conditions gagnantes qui distinguent les projets de qualité. Et là, j'insiste sur le troisième parce que ça va répondre à une des questions que j'ai vues passer dans le clavardage. Quelqu'un, je crois que c'était Joël, qui demandait si on pouvait avoir une liste des ressources pédagogiques qui existent déjà. Vous en avez déjà une qui est là, ici, dans cet article-là, des ressources pédagogiques pour vous aider à développer vos projets. Et là, vous avez des liens vers plein de choses. Et entre autres, vers la fin de l'article, vous avez le lien vers la Marmite éducative, qui est un site où vous pouvez aussi trouver vraiment là, tout ce qui existe au Québec comme contenu éducatif de qualité en matière de saine alimentation. Donc, ça, c'est vraiment un article qui peut vous inspirer puis vous aider à monter vos projets. Ensuite, sur la diapo suivante, vous avez d'autres exemples d'articles qu'on met à votre disposition, notamment des histoires de cas, comme par exemple l'histoire des petits ambassadeurs au Bas-Saint-Laurent.
Je ne ferai pas le tour au complet, là, mais ça vous donne une idée de ce qu'on met à votre disposition pour vous aider, vous inspirer, vous outiller dans le développement de votre projet. Enfin, dernière chose, on vous encourage aussi à aller télécharger notre dossier spécial sur la littératie alimentaire qu'on a publié l'an dernier. C'est un dossier là, qui est volumineux. Il y a 2 volumes. Et il y a des entrevues, il y a des petits textes aussi très courts qui montrent toutes sortes de projets qui sont faits en éducation alimentaire ou agroalimentaire un peu partout dans le monde. Je vous encourage vraiment à le consulter parce que je pense que c'est une belle source d'inspiration. Les entrevues dans le volume 2 vont vous présenter des gens qui ont vraiment innové en matière d'éducation alimentaire. Alors, si vous voulez lire davantage, là, allez télécharger le dossier et ça va vous donner plein d'idées pour vos projets. Ensuite, donc ça fait le tour des documents écrits qu'on met à votre disposition. Mais vous allez avoir, ce webinaire est le premier d'une série de 2. Donc, pour ceux, il y a quelqu'un aussi qui a posé la question, est-ce qu'on va recevoir la présentation d'aujourd'hui? Oui, vous allez recevoir la présentation. Ceux qui n'ont pas pu y assister parce que, pour une raison ou pour une autre, mais qui étaient inscrits, vont la recevoir aussi. Ensuite, on présente un autre webinaire la semaine prochaine, vendredi le 29 avril à midi. Et là, ça va être différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dans le côté technique de l'appel de projet, les conditions d'admissibilité, tout ça. Là, on va plutôt être dans la grande thématique de l'éducation agroalimentaire ou bioalimentaire, devrais-je dire, parce que dans le fond, on ne veut pas résumer ça à l'agriculture. Et on va entre autres avoir la chance d'avoir Lucie Sauvé qui est avec nous, qui est spécialiste en éducation relative à l'environnement, qui va nous expliquer à quel point c'est fondamental pour les jeunes d'apprendre d'où viennent les aliments pour que ça leur permette de se situer dans la chaîne alimentaire et comment ça peut les contribuer à développer leur éco-citoyenneté. On va aussi avoir Mathieu Rouleau d'École Auchan qui va être avec nous et Geneviève Rajotte-Sorial qui est une de nos collaboratrices régulières à 100 degrés et qui est de Bleu Forêt Communication, qui est consultante en consommation responsable. Ensuite, donc ça, c'est la semaine prochaine. On vous encourage chaudement à vous joindre à nous. Là aussi, ça va vous donner une bonne idée ou toutes sortes d'idées là, pour développer vos projets. Enfin, si vous avez des questions, oui. J'ajouterais, si vous voulez vous inscrire à ce webinaire-là, c'est via la page de l'appel de projet sur le site de 100 degrés. Donc, ma collègue Marie vous a mis le lien, entre autres, vers cette page-là où vous allez retrouver l'ensemble de la documentation liée à l'appel de projet dans le clavardage. Fait que gênez-vous pas pour aller vous promener finalement sur la page de l'appel de projet sur le site. Tout à fait. Merci Marie-Claude pour la précision. Et dans les ressources qu'on met aussi à votre disposition, vous pouvez aussi consulter un ambassadeur. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Claude qui va vous expliquer quel est le rôle des ambassadeurs et comment vous pouvez les contacter. Oui, en fait, on a 4 ambassadeurs à votre disposition dans le cadre de cet appel de projet-là. Donc, je vous les présente rapidement. Jean-Sébastien Reed d'Éducation entrepreneuriale, Lucie Lorrain de l'Association québécoise de la garde scolaire, Martine Carrière des Ateliers 5 épices, c'est ça, et Philippe Grand de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Cette équipe-là, c'est notre équipe de feu, en fait, qui connaissent très bien la thématique de l'appel de projet. Ils vont être là, en fait, pour vous aider à voir plus clair, voir plus loin, faire en sorte que votre projet se démarque aussi dans la création de l'impact chez les jeunes. Attention, petite mention spéciale, ces gens-là ne sont pas là pour vous aider à la rédaction de vos projets. Donc, évidemment, ils vont être en mesure de vous questionner sur vos objectifs de projet, sur votre cible, sur vos intentions liées à la programmation d'activités que vous voulez déposer, mais ils ne seront pas là pour tenir le crayon à votre place. Par contre, on vous invite quand même à les contacter puisqu'on a pu constater au fil des appels de projet chez 100 degrés que les projets qui font appel à un ambassadeur ont de manière générale 80% plus de chances de recevoir un financement. Ce n'est pas une condition pour recevoir le financement ou pour être admissible, mais de manière générale, les projets augmentent en termes de qualité ou de clarté dans la présentation. C'est profitable, finalement, pour vous qui déposez un projet. Comment les solliciter?
Vous avez accès à cette liste d'ambassadeurs-là toujours sur le site de l'appel de projet, sur le site de 100 degrés. Vous allez avoir leur petite fiche d'information à l'intérieur de laquelle vous allez avoir accès à une adresse courriel. Donc, on va vous inviter évidemment à les contacter par courriel, puis possiblement prévoir un rendez-vous téléphonique par la suite si c'est nécessaire. Marie-Claude, je vais prendre un instant pour répondre à la question de Marie-Odile qui demande comment choisir quel ambassadeur on doit contacter. Bien, justement, dans la description, vous allez voir dans quel milieu ils travaillent ou quelle est leur spécialité. Donc, exemple, si vous travaillez en petite enfance, certainement que vous auriez avantage à contacter Philippe en premier. Mais peut-être que si vous travaillez avec des enfants plus vieux, vous allez plutôt des enfants d'âge scolaire, contacter Lucie ou Martine. Jean-Sébastien, lui, a une expertise avec les jeunes du secondaire. Donc, regardez, il y a toutes sortes, dépendamment, en regardant leur profil, là, vous allez sentir qui vous êtes mieux de contacter. Et il y a aussi Isabelle qui nous pose la question, est-ce qu'il y a des ambassadeurs par région? Il n'y en a pas pour chacune des régions, donc on vous encourage dans le fond, à les contacter ou à nous contacter, nous aussi, à 100 degrés, là, parce qu'il y a plusieurs personnes de l'équipe qui peuvent aussi répondre à vos questions pour que toutes les questions ne reposent pas non plus sur ces 4 ambassadeurs-là. Alors, mais il n'y a pas d'ambassadeur attitré par région. Voilà. On poursuit. Donc, comment soumettre votre candidature maintenant? Et on est sur le point de terminer sur cette partie-là. On va prendre les questions dans 2 minutes. Pour déposer votre projet, en fait, il y a un lien qui est disponible sur le site de 100 degrés, section appel de projet, évidemment. On va vous rediriger vers un site pour remplir votre formulaire de dépôt de projet. Petite préoccupation ici, il faut être attentif dans le sens où vous allez devoir vous créer un compte également sur le site pour remplir votre formulaire de demande. Et ce ne sera pas le même compte que vous avez sur le site de 100 degrés. Donc, c'est important de le préciser. Sinon, en déposant votre formulaire, en fait, vous allez avoir accès à une petite boîte de chat, vous le voyez à l'écran, où là, il y a possibilité de clavardage quasi en direct. Posez vos questions finalement à une ressource chez 100 degrés qui va pouvoir vous soutenir ou même vous aider à régler des petits pépins techniques qui pourraient arriver en cours de route. Donc, je n'ai pas pour l'utiliser. Il y a également, c'est important de vous mentionner que le soutien technique de l'équipe de 100 degrés sera disponible jusqu'à 16 heures le 6 mai. Donc, n'attendez pas à la dernière minute. Là, si vous avez des questions, transmettez-les nous le plus tôt possible. Surtout, n'attendez pas à la dernière minute pour soumettre votre formulaire. Il peut y avoir des pépins techniques. Hein, c'est la technologie, on est confronté à ça. On n'en souhaite pas, évidemment, et on met tout en œuvre pour que ça n'arrive pas, mais quand c'est le cas, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir quelqu'un au bout de la ligne qui peut vous aider à le régler. Puis si jamais vous aviez des questions particulières, vous pouvez aussi utiliser l'adresse courriel projet avec un S à commercial m361.ca ou même le téléphone. Là, vous avez les coordonnées sur le site de 100 degrés. Vous pouvez contacter également des gens par téléphone. Voilà, sur le site de 100 degrés, il y a aussi une FAQ, donc une forme de questions, si jamais, qui sont des questions un peu plus larges sur le dépôt de projet, sur la thématique de l'appel de projet. Puis comme on vous le disait d'emblée, dans le cadre de ce webinaire-là, on va capter l'ensemble des questions qui ont pu être posées dans le cadre du webinaire pour vous retourner les réponses à ces questions-là suite à la rencontre d'aujourd'hui. Petit rappel des dates importantes. Période de dépôt de projet, 4 avril au 6 mai 2022. Il vous reste un petit peu plus de 2 semaines là, pour soumettre votre projet. Ça va le faire. La période d'analyse est prévue du 9 au 27 mai. Suite à ça, on a une petite période d'à peu près 2 semaines là, pour traverser les étapes de sélection et de confirmation officielle de la liste des projets qui sera soutenue. Je vous le mentionnais tout à l'heure, la communication aux porteurs de projet sera à partir du 15 juin 2022. Donc, que vous soyez retenu ou non, vous allez recevoir une confirmation. Et les projets doivent être réalisés au plus tard le 12 mai 2023. Maintenant, lançons-nous dans la période de questions. Oui, et pour lancer la période de questions, moi, je vais ajouter un complément à la réponse que j'ai donnée à la question d'Isabelle, qui posait la question sur les ambassadeurs par région. Et j'ai compris, en relisant correctement la question, que ça avait peut-être entraîné une confusion parce qu'on a de nombreux ambassadeurs sur le site
de 100 degrés qui viennent de différentes régions. Mais tous ces ambassadeurs-là ne sont pas tous des spécialistes d'éducation alimentaire. Donc, traditionnellement, pour chacun de nos appels de projet à 100 degrés, on sollicite certaines personnes qui ont vraiment une expertise particulière pour pouvoir aider les gens à développer leur projet, mais on vous encourage à aller contacter ceux-là et non pas tous les ambassadeurs qui sont répertoriés sur le site qui ne se sont pas engagés là, tout particulièrement pour cet appel de projet-là. Éventuellement, si vous avez d'autres questions, on pourra vous donner des précisions là-dessus. Alors, on se lance. Vous avez été plusieurs à nous poser des questions par le clavardage. Alors, on va commencer avec la question de Marie-Pierre qui nous demande: est-ce qu'un projet d'immobilisation, par exemple la mise en place d'un jardin, d'une serre dans la cour d'école, serait possible si ce lieu devient un lieu d'accueil pour les producteurs du coin pour venir donner des ateliers? Alors, je vais passer la parole à Marie-Claude ou Geneviève, celle qui préfère répondre à cette question-là. Là, je vais y aller. Malheureusement, je ne vois pas tout le monde. Donc, Geneviève, si jamais tu souhaitais prendre la parole, gêne-toi pas pour venir donner un complément d'information. Mais oui, en fait, à partir du moment où l'activité permet de créer la connexion entre un producteur, un agriculteur de votre région ou du Québec, évidemment, ce n'est pas obligé non plus d'être restreint à la région, bien, le projet sera admissible. Donc, il s'agit de créer le contact. Donc, soit les élèves ou les jeunes de votre organisation sortent de l'organisation pour aller à la ferme chez le producteur dans l'entreprise agrotourisme, ou vous invitez cet expert-là dans votre milieu, votre école, votre organisme pour pouvoir avoir de l'information. Donc, les deux types d'activités sont possibles dans le cadre de l'appel de projet. On va maintenant passer à la question d'Isabelle Huot. C'est la deuxième question qu'on a reçue dans le clavardage. Nous sommes un organisme famille. Nous aimerions offrir des sorties éducatives pour l'appel de projet. Pouvons-nous inclure le coût d'entrée des accompagnateurs et ou des parents dans notre demande, puisqu'ils en apprendront aussi? Et pourront-ils utiliser leur nouveau savoir pour continuer leur nouveau savoir pour continuer l'éducation alimentaire à la maison avec leurs jeunes? J'aurais tendance à dire oui, oui, oui. Marie-Claude, Geneviève, on est d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'ensemble du projet. Puis, comme Marie-Claude le disait au début, les projets peuvent inclure des jeunes et des moins jeunes, mais l'important, c'est quand même que les 0-17 ans soient ciblés là, par le projet. Parfait. Merci, Geneviève. On passe maintenant à la question de Lynn Chabot. Notre banque alimentaire est partenaire de Jardin Collectif dont nous sommes voisins dans une banlieue de Montréal. Si nous organisons des ateliers hebdomadaires pour les jeunes de l'école primaire et secondaire à partir des légumes récoltés dans les jardins, est-ce qu'un tel projet serait admissible? Marie-Claude? Les légumes... Je m'excuse. Je m'excuse vraiment. J'étais en train de lire une autre question qui était rentrée dans le clavardage. Des ateliers hebdomadaires avec les jeunes de l'école primaire ou secondaire à partir des légumes récoltés dans les jardins. Oui, en même temps, ce qu'on va vouloir, c'est d'avoir le contact, comme on le nomme depuis le début du webinaire, avec un producteur ou un expert finalement du monde bioalimentaire. Donc, ce serait possible de réaliser un partenariat avec la Banque alimentaire du coin, du Jardin Collectif. Mais évidemment, ça va être intéressant de peut-être s'associer avec un producteur, un transformateur pour pouvoir venir compléter finalement l'activité qui serait proposée. Mais on va vouloir chercher à faire cette relation-là avec des individus qui possèdent cette expertise-là du monde bioalimentaire. Peut-être qu'il y a un complément qui pourrait être donné, là. Moi, ça me semblait très clair. Geneviève, vous Oui, je trouvais ça clair aussi, là, oui. Parfait. Merci, Marie-Claude. On va maintenant passer à la question de Sandra Ouellette. Si nous souhaitons acheter du matériel comme des paniers roulants pour aller au marché public à chaque semaine avec nos jeunes de 3-5 ans pendant la période estivale, est-ce que cela peut faire partie des montants demandés? J'esquisse une réponse, Marie-Claude et Geneviève, vous me corrigez si je me trompe. Je crois que oui, le matériel comme des paniers serait vraiment admissible. La question que je me pose, c'est que c'est seulement pendant la période estivale et il faudrait que ça s'inscrive aussi dans une programmation qui s'étale
sur une plus longue période de l'année. Est-ce que ça répond à la question, Marie-Claude et Geneviève, selon vous? Bien, j'aurais le goût d'ajouter en fait que oui, les petits équipements sont admissibles. Vous allez retrouver l'information dans le document de référence qu'on vous a présenté précédemment. Il y a un montant maximal, puis là, malheureusement, le montant m'échappe. De mémoire, c'est un 1 000 $, mais prenez-le pas pour acquis. De petits équipements qui peuvent venir appuyer les activités que vous réalisez dans vos milieux. Puis, évidemment, il faut juste porter une attention aussi que les dépenses qui seront admissibles dans le cadre de la réalisation de vos projets devront l'être sur la période de réalisation du projet. Donc, à partir du moment où la convention de soutien financier aura été signée avec 100 degrés, jusqu'à la fin de la période de réalisation de votre projet, qui est le 12 mai 2023. À l'extérieur de ces dates-là, de cette période-là, les dépenses ne seront pas admissibles finalement au projet. Ce qui m'amène à poser une question que j'ai vue passer dans l'autre clavardage en début de rencontre. Deux personnes, je crois, des camps de jour, demandaient s'ils étaient en mesure eux-mêmes d'avancer des sommes pour réaliser des activités pendant l'été. Et que l'argent arrivait plus tard. Est-ce que, bien, évidemment, on comprend que leur projet devrait être déjà accepté, là, mais est-ce que ce serait admissible? Non, en fait, les dépenses vont couvrir la période à partir du moment où la convention aura été officialisée jusqu'à la fin de la période de dépôt. J'aurais le goût d'y aller. Est-ce que j'avais-tu un complément, Marianne? J'allais dire, pour les personnes qui ont posé ces questions, qui auraient besoin d'autres détails, on vous invite à nous contacter pour nous écrire en nous écrivant ou contacter un ambassadeur, puis on pourra y répondre plus en détail. Effectivement. Puis par rapport au volet budgétaire ou financier, il y a Sandra Ouellette qui questionne à savoir si on doit avoir toutes les soumissions en main avant le 6 mai pour inclure les coûts de l'activité sortie. Ce n'est pas un obligé. Évidemment, on vous recommande fortement, par contre, d'avoir fait ces démarches-là avant pour vous assurer que ça colle au budget, finalement, que vous ne dépasserez pas les limites de votre budget. Puis si c'est le cas, bien, que le surplus, vous êtes en mesure de l'assumer, finalement. Donc, ce n'est pas un obligé. Vous n'avez pas à déposer vos soumissions. Mais si la démarche a été faite et que vous êtes en mesure de nous confirmer vraiment les lieux précis là où vous allez, bien, encore une fois, au niveau du pointage sur l'analyse, bien, on voit que vous avez un pas de plus de fait sur la réalisation de votre projet ou en tout cas sur la mise en place finalement de votre programmation d'activité. On accorde un peu plus de points au projet qui aurait déjà cette étape-là traversée. Nous avons une autre question de quelqu'un qui nous demande si on peut déposer 2 projets différents dans le même appel de projet, agricole et cuisine. Je tente une réponse, Marie-Claude ou Geneviève, vous me corrigez si je me trompe. On vous encouragerait à inclure les 2 volets dans le même projet parce que vous ne pourriez pas recevoir 2 fois, votre projet pourrait pas être retenu, les 2 projets ne pourraient pas être retenus. Donc, si vous êtes capable d'inclure ça dans le même projet, c'est à votre avantage. Vous pourriez diviser, avoir 2 volets, un volet agricole, un volet cuisine, d'autant plus qu'on vous encourage à avoir plusieurs activités à votre programmation là, que vous soumettez dans le projet. Marie-Claude, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Moi, je n'ai pas d'ajout. Peut-être que Geneviève en aurait. Non, c'était précis, c'était clair. Oui. C'est bon. Ensuite, on a une question. Est-ce que l'apiculture entre aussi dans le bioalimentaire? Oui, absolument. Et on vous invite à aller consulter un de nos articles qui portait, là, je n'ai pas le titre par cœur, mais on avait fait un article l'an dernier sur l'apiculture pédagogique. Si jamais, Maryse, tu peux retrouver cet article et l'ajouter dans le clavardage, la personne pourra aller le consulter. Merci. Ensuite, Nathalie Laplante, bonjour Nathalie, qui nous pose la question. Les coopératives, jardins collectifs peuvent-elles soumettre un projet? Marie-Claude? À partir du moment où c'est un organisme public enregistré, c'est possible de le faire. Donc, évidemment, au formulaire de dépôt, on vous demande de nous transmettre votre numéro d'entreprise du Québec ou votre numéro d'établissement scolaire, évidemment, qui vient confirmer que vous êtes une organisation publique. Et dans ce contexte-là, le projet sera admissible. Ensuite, Je vois, Marianne. Oui. Je te prendrai le relais. Je vois, il y a plusieurs personnes qui ont posé la question à savoir est-ce que les dépenses liées au remboursement des frais de déplacement en autobus
sont admissibles? Je pense que vous êtes vraiment plusieurs à vous la poser et oui, c'est le cas. Donc, les dépenses de déplacement, dans le fond, les dépenses d'autobus, les frais d'entrée également sur certains ateliers, certaines visites, sur certaines fermes, tout ça, c'est admissible dans les dépenses autorisées finalement au projet. Ensuite, on a la question, on survole parce que malheureusement, on ne peut pas passer à toutes les questions, mais on a la question mais par contre, on va y répondre à toutes et vous envoyer le document complet. Mais je vais passer à la question de Roxane Lafont qui nous demande, est-ce possible qu'on se fasse accepter, mais pour un montant moins élevé? Est-ce qu'il y a plus de chances d'être accepté si on demande moins? Alors, à ça, je répondrais spontanément, le 10 000 $ est une limite maximale, mais évidemment, vous pouvez déposer à moins. Ça donne la chance, s'il y a plus de projets qui, dans le fond, sont moins coûteux, bien, ça nous permet de distribuer l'argent à un plus grand nombre de milieux là, partout dans le Québec. Est-ce que vous avez plus de chances ou moins de chances d'être accepté si vous demandez moins? Non, en fait, tout c'est vraiment évalué sur la qualité de votre projet. Vous avez vu tout à l'heure les critères d'analyse. Donc, ça va être ça qui va être retenu. Mais si vous avez, si par exemple, vous êtes un tout petit milieu avec un tout petit nombre d'enfants, un milieu familial ou une toute petite classe, mais que vous avez un projet extrêmement pertinent avec une belle programmation d'activités, mais que ça ne coûte pas très cher à réaliser, si votre projet est bien monté, ça va nous faire plaisir de pouvoir le soutenir. Alors, n'hésitez pas à déposer des projets qui demandent moins de 10 000 $. Il y a Nadia qui nous demande, est-ce qu'on peut cibler une tranche d'âge sans inclure toute la clientèle cible? Oui, absolument. Et même, vous avez avantage à être précis. Vous travaillez avec des jeunes de 4-5 ans, bien, votre projet vise les 4-5 ans ou les 12-14. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça peut aussi inclure les parents de ces jeunes-là, des aînés. L'important, s'il y a d'autres participants, c'est que ça soit vraiment dans une optique intergénérationnelle et qu'il y ait toujours des jeunes qui soient présents aux activités. Est-ce que les érablières peuvent entrer dans les visites? Oui, absolument. Ça peut être un projet soutenu, dépendamment de quelle manière ça va s'insérer dans une programmation. On a eu plusieurs questions également par rapport au salaire des experts, en fait, qui entrent en ligne de compte dans vos programmations d'activités. J'aurais le goût d'apporter la précision à ce sujet-là parce que vous avez été plusieurs à nous la poser, de dire, bon, évidemment, le salaire d'un producteur qui se déplacerait dans votre organisation pour venir faire une animation particulière, c'est une dépense qui est admissible, évidemment. Il y a certaines personnes qui nous questionnaient à savoir si le salaire d'une ressource qui est à l'emploi de l'organisation, donc un complément au salaire d'une ressource qui serait à l'emploi de l'organisation qui demande dans le cadre de l'appel de projet serait admissible. Dans ce contexte-là, non. Donc, on cherche vraiment les salaires qui seront couverts dans les dépenses admissibles dans le cadre des projets qui seront soutenus sont vraiment des experts du monde bioalimentaire qui viendraient finalement animer des activités auprès de votre groupe de jeunes ou d'enfants, finalement. Il y a vraiment énormément de questions. On voit aussi une question. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on a traversé quand même une bonne partie. Est-ce qu'on a une question de Julie Bérubé? Est-ce qu'on va avoir l'approbation avant le versement? Oui, en fait. Donc, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on vient confirmer la liste des organismes qui sont soutenus financièrement. Il y a une communication qui vous sera transmise et on va vous inviter évidemment à signer une entente qui va vous lier à M361 dans le cadre de cet appel de projet-là. Cette entente-là vous engage évidemment à respecter les conditions de l'appel de projet, les dépenses admissibles à l'appel de projet, évidemment, et à soumettre à la fin de l'année de réalisation, d'implantation de votre projet, un bilan des activités que vous avez réalisées qui va permettre à M361 et 30 degrés, finalement, de procéder au dernier versement. Donc, le soutien financier, vous allez l'avoir vraiment en 2 versements. Donc, la majeure partie à la signature de la convention et de mémoire, c'était un 5 à 10 % restant là, au moment de soumettre votre bilan final. Évidemment, j'ajouterais à ça que les
montant qui n'aurait pas été utilisé dans le cadre de votre programmation d'activité. On a eu le contexte COVID par le passé qui a pu causer bien des soucis, des cheveux gris à des organisations qui avaient soumis à des précédents appels de projet, qui a fait en sorte qu'à cause du contexte, toutes les activités prévues à la programmation n'ont pas pu être réalisées. Bien, à ce moment-là, quand il y a des sommes non dépensées qui se retrouvent à la fin du projet, mais on va vous inviter évidemment à les retourner à M361. Donc, tout ça va se passer dans des communications finalement à la fin de la période de réalisation. On se dirige vraiment vers la fin du webinaire. Puis, vous allez voir, quand vous allez recevoir la présentation, la dernière diapositive, on vous a mis des liens vers différentes ressources disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout ça pour vraiment vous imprégner là, de la philosophie de l'appel de projet et vous allez trouver plein d'idées, plein de choses. Et là, une fois que vous avez vraiment bien avancé là-dedans et que vous commencez à développer votre projet, si vous avez des questions, contactez-nous. Si vous avez des questions techniques là aussi par rapport, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter un ambassadeur pour avoir des conseils pour développer davantage votre projet, aller chercher des partenariats. Si vous avez ce type de questions-là, par exemple, là, ça, c'est une bonne raison de contacter un ambassadeur pour voir de quelle manière vous pourriez développer des partenariats pour renforcer votre projet. Donc, je laisse la parole à Marie-Claude pour terminer. Bien, en fait, c'était le mot de la fin. Donc, évidemment, on vous invite à prendre connaissance de la documentation qui existe. On vous invite également à nous solliciter. Il y a différents moyens, je les rappelle, pour communiquer avec nous, soit via le clavardage sur le site où vous remplissez votre formulaire de dépôt de projet, via l'adresse projet avec un S à commercial m3c1.ca. Et également par téléphone, là, les coordonnées qui sont disponibles sur le site de 100 degrés. Donc, pas de malaise, pas de mauvaise question non plus. Gênez-vous pas pour contacter même aussi un ambassadeur qui pourra également vous donner des informations complémentaires sur l'appel de projet. Je vous rappelle, on compile l'ensemble des questions qu'on a reçues. On n'a évidemment pas eu la chance de répondre à toutes les préoccupations, les questions que vous aviez qui ont été partagées dans le clavardage, dans la section questions et réponses du webinaire. Donc, on les compile et on va pouvoir vous repartager tout ça là, à tous les inscrits du webinaire, le PowerPoint, de même que les réponses aux questions qui ont été posées dans le cadre du webinaire. Donc, je vous remercie énormément. On a été plus de 100 participants à ce webinaire-là aujourd'hui, donc beaucoup d'intérêt pour l'appel de projet. On souhaite pouvoir vous lire dans les projets qui seront soumis dans les prochaines semaines. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir, merci.